Bonjour et bienvenue dans Soka, l'émission qui parle de livres, qui parle de sciences humaines. Pour ce 4e épisode, on va s'intéresser à Monsieur Sociologie en France depuis les années 70, j'ai nommé Pierre Bourdieu. Alors pour parler de l'homme et pour parler de ses travaux, on va s'intéresser à un objet qu'il aimait à détester, à savoir la télévision. Donc on va arrêter de zapper 5 minutes et on va s'intéresser au petit écran et à ses grands problèmes. Pierre Bourdieu est né dans les Pyrénées-Atlantiques en 1930. Après des études brillantes au collège et au lycée, il va intégrer Normale Supérieure en 1951. À l'époque, à Normale Supérieure, l'ambiance n'était pas trop au lancer de crotte de nez, puisque ses camarades n'étaient autres que Jacques Derrida, qui deviendra l'un des plus grands penseurs et philosophes français et qui aura pas mal d'influence également aux États-Unis. Lucien Blanco, qui sera considéré comme le spécialiste de la révolution maoïste en Chine, ainsi que Louis Marin, qui est un grand critique d'art et qui est spécialisé dans l'histoire des représentations. Donc il va ensuite sortir de Normale Supérieure pour obtenir finalement son agrégation de philosophie en 1954. Puis il va commencer sa carrière universitaire, mais là il va y avoir une grosse rupture, puisqu'il va être envoyé en Algérie dans le cadre de son service militaire de 1958 à 1960. Elle dura 8 ans, 2 fois plus longtemps que la guerre mondiale. Elle fit tomber 6 présidents du Conseil et s'effondrer la 4e République. Cette période représente pour lui une grosse rupture, car finalement il va balancer ses bouquins de philo et il va s'intéresser uniquement à la sociologie et à l'ethnologie de terrain. C'est dans ce cadre notamment qu'en 1958, il va écrire Sociologie de l'Algérie, où il va s'intéresser principalement aux régions de Kabylie et de Kolo, qui sont à ce moment-là des régions qui sont particulièrement prises par la guerre civile qui a lieu alors en Algérie. Puis à la fin de son service militaire, il va rentrer en France en 1960 et il va à ce moment-là s'appliquer à faire sauter un petit peu tous les verrous et toutes les notions classiques de l'ethnologie et de la sociologie en France. C'est du bidon, c'est du pipeau. Donc dans ce monde de la sociologie, Bourdieu se définit comme un structuraliste constructiviste. Vous ne savez pas ce qu'est un structuraliste constructiviste? Bon, c'est pareil, une notion un petit peu simple. Donc Bourdieu se définit comme un structuraliste constructiviste. Donc en fait, un structuraliste, c'est quelqu'un qui croit que les institutions et les règles de la société vont conditionner ses agents. Un constructiviste, au contraire, ce serait plutôt quelqu'un qui pense que ce sont les individus, donc les agents, avec leur degré de liberté à eux, qui vont conditionner la société et qui vont engendrer de nouveaux agents. Cette opposition théorique, elle se situe avant tout ici. Donc Bourdieu, il est un petit peu à la croisée de ces deux pensées, à savoir qu'il est convaincu que c'est l'alliance de l'influence des individus sur les institutions et de l'influence des institutions sur les individus qui va construire le tissu social dans lequel nous évoluons tous. Donc avant de s'intéresser à l'objet qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, à savoir la télévision, on va s'intéresser en premier lieu à 3 grandes notions qui sont présentes dans une majorité du travail de Bourdieu, à savoir l'habitus, les champs sociaux et la violence symbolique. En premier lieu, on va parler de l'habitus. Donc l'habitus, c'est l'hypothèse selon laquelle les individus au sein de la société ont des dispositions à agir. Ce que ça dit en fait, c'est qu'en grandissant et en fonction du milieu dans lequel on évolue, on va avoir une certaine grammaire, un certain vocabulaire, une certaine propension à certaines activités ou même à certaines personnes en fait. Ce que dit Bourdieu, c'est que ce sont des structures dans lesquelles les individus sont un petit peu enfermés au sein du social et dont il va être très difficile de s'extraire. Potentiellement, en grandissant dans un milieu avec de faibles revenus et un faible capital culturel, tu seras amené à avoir des activités dites populaires, alors que si tu viens d'un milieu riche, avec un haut capital culturel, avec un fort capital culturel, tu seras amené à avoir des goûts et des activités un peu plus élitistes ou voire bourgeoises. Mais ce spectre et cette vision du social, elle est à nuancer. Dans un premier temps parce que il existe des individus qui parviennent à s'extraire de ces préconçus et de ces prédispositions à agir, et dans un deuxième temps parce que c'était une grille de lecture qui a été effectuée pendant les années 70. Et on sait que même si des inégalités demeurent, que ce soit au niveau des pratiques ou des prédispositions à agir, dans les années 70, cette idée de classe était encore plus présente et peut-être plus prégnante au sein de la société. Certains milieux sociaux sont réfractaires à la lecture. 5 agriculteurs sur 6 et 2 ouvriers sur 3 ne lisent jamais de livres, alors que 3/4 des cadres supérieurs et des professions libérales en lisent. Deuxièmement, on a la notion de champ. Donc, pour Bourdieu, le social, c'est une imbrication de différents champs, une espèce de grande boîte de Lego avec plein de champs sociaux à l'intérieur. Donc ces champs, ils peuvent être religieux, politiques,
culturel. Et en fait, les individus vont se positionner dans ces différents champs et essayer du coup d'en retirer des atouts. Alors par exemple, un individu, il va aller dans une église, donc il va faire partie du champ religieux, il va faire partie d'une association sportive, donc il va faire partie de ce champ-là, et il va travailler dans une usine, dans un bureau, et il va faire partie également de ce champ-là. Tous ces éléments-là, en fait, vont créer son univers de champ, et en fait, il va s'approprier les codes, les valeurs, les ressources de ces différents champs. Parce que chaque champ, finalement, a ses stratégies et ses règles. Enfin, la dernière notion que je voulais aborder, c'est la notion de violence symbolique. If what you say is true, the Shaolin and the Wu-Tang could be dangerous. Et donc la violence symbolique, c'est le fait pour les individus et donc les agents d'intérioriser les normes et les principes qui incombent directement à leur position dans le social et donc à leur rapport de domination aussi. Ce que ça dit, c'est que finalement qu'on va accepter et qu'on va prendre une position dans le social, les logiques de domination, qu'elles soient explicites ou implicites, on va naturellement les accepter et naturellement les exercer sur l'autre. Donc par exemple, dans une entreprise, c'est assez naturel pour les cadres de venir avec par exemple une cravate ou une chemise ou un costume de façon générale. Par contre, pour la personne qui fait le ménage, potentiellement elle va plutôt arriver avec une blouse, avec un bleu ou avec un autre vêtement, mais pas avec un costume. Et si cette personne-là arrivait un jour avec un costume, potentiellement ça interpellerait tout le monde, alors que ça, dans cette entreprise-là, il y a de grandes chances que ça ait jamais été dit de façon explicite et définie par tout le monde. C'est juste une forme de domination qui ne dit pas vraiment ce qu'elle est, mais qui s'impose naturellement aux individus une fois qu'ils prennent leur position. Et c'est avant tout ça en fait, la violence symbolique. Donc voilà pour ce qui est des grands concepts de notre Pierrot national. Et donc désormais, on va se concentrer sur la télévision et plus particulièrement peut-être sur l'information à la télévision. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un beau week-end d'automne qui s'annonce. Donc Bourdieu s'est pas mal intéressé aux journalistes et à la façon qu'ils ont de construire l'information. Donc on va s'intéresser justement à cette information à la télévision et à la façon dont cette information peut être dangereuse ou en tout cas préjudiciable au social et à sa construction. La première chose qu'il dit sur la télévision, c'est qu'elle a besoin du spectaculaire. Awesome barbecue, awesome pool. Et pour cela, elle a facilement recours aux faits divers. En fait, la télévision, c'est quelque chose qui est quotidien et pourtant qui doit sortir justement du quotidien. Et donc pour cela, il utilise les faits divers qui, selon Bourdieu, font diversion, hein, le petit jeu de mots. De fait, de par l'utilisation justement de ces faits divers qui sont justement motivés par la course à l'audience, il est impossible que ces informations fassent diversion et qu'à la fois elles remplissent leur rôle d'informer le citoyen sur la société et de l'aider à faire son devoir de citoyen au sein de cette même société. Donc le fait que les journalistes soient pressés par le temps et pressés également par l'audimat amène une autre problématique qui est la problématique de la catégorisation. Parce que pour pouvoir expliquer quelque chose de complexe, il faut prendre du temps. Et il faut nuancer, il faut pondérer les différentes informations pour essayer d'en rendre l'image la plus fidèle possible. Et puisqu'on n'a pas le temps à la télévision et qu'il faut justement du spectaculaire et du direct, eh bien on a recours à une catégorisation, c'est-à-dire une mise en catégorie des individus, des acteurs du social et également de leur environnement. Donc cette catégorisation, c'est l'utilisation de préconçus pour pouvoir expliquer et pour pouvoir mettre en image le social. Par exemple, si on vous présente une image sur la banlieue, et bien très facilement, il va y avoir un noir, un arabe avec des capuches et on va parler de violence et de communautarisme. C'est des sujets qui sont tellement souvent abordés par la télévision qu'il n'y a même pas besoin d'expliquer, on sait tout de suite de quoi ça parle et comment la télévision va en parler. Et donc du coup, en ayant toujours recours au même schéma et aux mêmes préconçus pour parler d'un sujet, et ben on va créer des catégories dans le réel et qui dans la représentation et qui dans l'imaginaire de beaucoup vont faire partie intégrante du réel, même si c'est avant tout des catégories de langage et des catégories de discours. Le pays, c'est plus trop la France en fait. On est bouffé par l'islam, ça fait peur. Cette catégorisation, elle amorce une autre problématique qui est justement cet effet de réel. C'est-à-dire que c'est un peu le syndrome de la prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'à force de présenter des façons de concevoir la société, à force de présenter des préconçus, et ben finalement les agents, les individus et la société elle-même va se conformer à cette vision que la télévision et que les formats télévisuels ou les formats de l'information vont avoir
sur elle. Donc du coup ça amène un engouement assez fort pour les politiques et pour tous les individus qui veulent peser sur les décisions et sur l'orientation que va prendre la société, d'être présents de façon médiatique et donc de se conformer à ces préconçus-là. Por ejemplo, la sociedad francesa, el problema del Islam, de los musulmanes, todo eso interroga sobre lo que nosotros somos. Et donc ça va créer à nouveau de nouvelles prédispositions et de nouveaux préconçus, et donc là tout cela va se mettre en marche pour finalement ne jamais sortir de ces catégorisations-là et enfermer encore plus les individus dans des schémas de représentation déjà établis. Bourdieu, il cherche pas à aller pointer du doigt les journalistes, c'est juste de dire que la façon dont est conçue l'information va créer un effet de système et qu'avec le temps qui leur est alloué, qui est très faible, la course à l'audience, les restrictions économiques, eh ben on va produire une information qui va être telle qu'elle va produire tous ces effets néfastes au sein du social. Donc Bourdieu, ce constat, il le pose sur la télévision. Cependant, à l'heure d'internet et de la surabondance d'informations, on est en droit de se demander finalement, est-ce que ce constat il a vraiment évolué ? Interactive appetite, searching for a website, a window to the world, got to get online. Take a spin, now you're in with a techno set, you're going surfing on the internet. À ce sujet, les chercheurs tendent à affirmer deux choses. En premier lieu, oui, l'information s'est multipliée. Il y a beaucoup plus de sources d'informations et potentiellement on peut tout dire. De l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche, de l'information ultra locale sur le patelin à l'information internationale, tout potentiellement peut être dit et tout peut-être sera dit. Mais, car il y a un mais, disponible ne veut pas dire visible. Et il faut dire qu'à ce titre, si toute l'information désormais est potentiellement disponible, il faut encore que celle-ci puisse être mise en visibilité ou publicisée. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est notamment les anciens médias, même sur internet, qui tiennent la dragée haute à tous les autres. Et notamment, on a Le Monde, Le Figaro, TF1, tous ces médias-là sont présents et même plus présents que les journaux qui ont émergé, que les nouvelles sources d'informations qui ont émergé avec internet. Dès lors, on s'aperçoit que ce sont toujours les mêmes voix qui sont les plus audibles. Et il y a même de nouvelles contraintes qui se sont rajoutées à ça, puisqu'on a notamment l'algorithme de Google, qui est très important pour ces médias-là, qui fait que l'information doit être calibrée d'une certaine façon, écrite d'une certaine façon, pour que elle soit visible et qu'elle soit mise en visibilité, notamment par l'algorithme de Google. Donc toutes ces contraintes-là font que, oui, il y a beaucoup plus d'informations, pour autant, les canons de visibilité et les informations qui sont présentes et disponibles à nous en tant que lecteurs et en tant que public sont plus ou moins toujours les mêmes sources d'informations. Bref, c'est tout un tas de conditions qui font que l'information est calibrée d'une certaine façon et tend vers le spectaculaire, mais encore une fois, non pas par une grande corporation qui voudrait peser de son poids sur la société. Ils pensent que tous les problèmes du monde proviennent d'un ennemi unique qu'il leur faut combattre. Et n'imaginent pas que ceux-ci sont le fruit d'interrelations hyper complexes que personne ne contrôle. C'est triste et rigolo. Mais plutôt par différentes contraintes qui vont conditionner l'information telle qu'elle est faite et telle qu'elle est prodiguée par les médias et par Internet aujourd'hui. Cependant, pas de défaitisme face à cette situation, puisque comme on l'a dit précédemment, Internet justement laisse le choix. Donc après, il ne nous appartient qu'à nous, en tant que lecteurs, en tant qu'auditeurs, d'essayer de faire le choix entre les différentes sources d'information, d'essayer de prendre de plusieurs sources d'informations disponibles afin de se faire son propre avis critique sans jamais tomber dans un complotisme, sans jamais tomber dans un radicalisme, mais juste essayer de pondérer les différentes informations pour se créer sa propre idée et sa propre opinion en tant que citoyen. Donc avant de vous quitter, je vais vous conseiller la vidéo de Bourdieu justement sur la télévision qui saura vous expliquer un peu plus en profondeur et avec des exemples plus détaillés et de façon mieux présentée la problématique de la télévision telle qu'elle est conçue par Bourdieu. Je vous conseille également Une Nouveau Chien de Garde, qui est un film qui a été réalisé par Serge Alimi, qui est rédacteur en chef du Monde Diplomatique, qui est un très bon film sur la façon dont est construite l'information et sur les jeux d'influence qui peuvent s'opérer entre les différents journalistes, entre le pouvoir économique, les journalistes et le pouvoir politique. À regarder par contre avec un certain paquet de sens critique, puisque pas mal de choses sont à mettre en relief avec le réel et avec les vraies contraintes vécues par les journalistes et vécues par les patrons de presse et par tout ce monde médiatique qui aujourd'hui est pas mal pressurisé quand même par à la fois les contraintes économiques, les contraintes techniques et tous ces éléments. En attendant la prochaine émission, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, nuit, tout ce que vous voulez, et on se dit à la prochaine. Salut! Hey, oh, my finger.
Donc juste... Je vais t'enculer. Ok.